Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Sénat, l'émission qui vous emmène au cœur du travail parlementaire. Les sénateurs ont voté hier le budget de l'écologie, un budget en baisse de 1,7% par rapport à l'année dernière. Au Sénat, les parlementaires ont aussi coupé dans les moyens de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et confirmé les coups de rabot sur les crédits du Fonds vert. On regarde. Cette année encore, la dette financière prend le pas sur la dette climatique. Alors effectivement, il est très difficile de faire une comparaison des lignes budgétaires ou des crédits alloués à la mission écologie d'année en année, puisqu'il y a de très gros effets de périmètre qui viennent fausser la photographie. En effet, de très gros dispositifs font désormais l'objet d'une débudgétisation et donc nous n'en parlons plus. Nous ne parlons plus de MaPrimeRénov', qui après être passée de la mission écologie à la mission cohésion des territoires est désormais financée par les C2E. Nous ne parlons plus du leasing social et du bonus écologique devenu MaPrime coup de pouce véhicule électrique particulier, qui sont là aussi financés par les C2E. Nous ne parlons plus de la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, désormais financée par des accises sur l'électricité. Nous avons failli ne plus parler du soutien à certaines énergies renouvelables, et notamment la cogénération et le biométhane, qui auraient dû eux aussi être financés par des accises. Mais le Sénat en a décidé autrement. Mais de manière certaine, les politiques publiques de ce périmètre connaissent des baisses de crédits significatives dans leurs crédits d'intervention. Je donnerai qu'un exemple, le programme 113 qui s'occupe de l'eau et de la biodiversité, qui après avoir vu ses autorisations d'engagement baisser de 24% l'année dernière, cette année subit encore une nouvelle baisse de 8%. Et après ces baisses sur les crédits d'intervention, malheureusement, je déplore l'absence de baisse sur la rationalisation et la mutualisation de certaines dépenses à l'intérieur du périmètre du ministère, notamment sur les actions transverses de communication, d'études. Il y a encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux soutenir le fait que ce ministère s'est donné d'un centre unique de gestion de ses personnels qui est pleinement opérant depuis cette année et qui, de 22 centres en région, dispose désormais d'un endroit unique. Alors je porterai un certain nombre d'amendements qui vont dans ce sens et qui prennent la suite des recommandations de la commission d'enquête sur les agences de l'État. Et je tiens à le redire ici fermement, oui, les opérateurs de ce ministère, que ce soit l'ADEME, l'OFB, les agences de l'eau, ont leur utilité et je n'en ai jamais demandé la suppression. Cependant, je peux reconnaître que leur taille, leur périmètre et leur budget peut parfois interroger la représentation nationale, ce d'autant plus que les documentations budgétaires ne donnent aucune information précise sur ce qu'ils ont à faire et les moyens qu'ils ont à gérer. Alors bien évidemment, il va être complètement impossible pour moi de parler en 7 minutes de toutes les politiques publiques. Je laisse donc ce soin aux rapporteurs spéciaux, à mes 4 rapporteurs pour avis, de le faire. Mais, mesdames et messieurs les ministres, je vais avoir 9 questions, une par programme, sur laquelle j'espère vos réponses. Alors, comment peut-on justifier que toutes les actions portées par le programme 362 de la mission Plan de relance se retrouvent en miroir dans les différents programmes de la mission écologique ? Il devait s'agir de dépenses conjoncturelles. Nous voyons bien là qu'il s'agit de dépenses structurelles. Tout ceci nuit à la lisibilité de la maquette budgétaire et on aurait pu penser regrouper ces dépenses dès à présent. Comment peut-on encore croire à la stratégie nationale biodiversité quand les financements de l'année 2026 représentent seulement 7% des besoins à couvrir, tels que les besoins avaient été identifiés dans un rapport IGF-IGEDD de novembre 2022. Madame la ministre, je l'ai déjà dit l'année dernière, il est urgent de bâtir une nouvelle trajectoire pour cette SNB. Il est urgent de prioriser les actions les plus efficaces. Et je le dis ici, WWF a chiffré le coût mondial de la perte de biodiversité à 479 milliards de dollars par an d'ici 2050, dont 8,4 milliards de dollars pour la France. Il faut faire quelque chose et je vous invite tous à prendre connaissance du rapport de la délégation à la prospective dont Stéphane Sautarel était un des auteurs qui traite de cette question. Comment les crédits du fonds Barnier peuvent-ils diminuer en AE et en CP alors que le rendement du prélèvement annuel sur le produit des primes aux cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle va s'élever à 720 millions d'euros en 2026 ?
Et Madame la Ministre, même en additionnant les AE de l'action 10 qui concerne la prévention des risques naturels et hydrauliques, de l'action 15 du retrait gonflement des argiles, dont je me félicite de la création après tant de combats menés ici, et du fonds vert, on est très loin et on n'atteint pas du tout 720 millions d'euros. Madame la Ministre, cet argent, il est versé par l'ensemble des assurés pour la prévention des risques. Il doit aller à la prévention des risques et ne pas disparaître dans le trou noir de l'État. Toujours pour vous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, comment peut-on justifier une division par 3 du Fonds économie circulaire alors que les filières REP sont inaptes à prendre le relais? Et je vous invite à lire le contrôle budgétaire de la Commission des finances. Il est nécessaire aujourd'hui, les REP mettent en place des actions qui ont le plus de visibilité. Je pense au dispositif soutien à la fermeture éclair, au raccommodage, mais pas du tout les actions qui ont le plus d'efficacité. Enfin, comment le gouvernement justifie-t-il de supprimer les crédits du Fonds territorial climat, seule mesure qui permettait de soutenir les investissements verts des collectivités sans la lourdeur des appels à projets et des commissions? Entre 2024 et 2026, les AE ont baissé de 74%. Le fonds vert, depuis sa création, est une véritable variable d'ajustement du déséquilibre budgétaire. Et tout ceci est vraiment difficilement compatible avec une politique d'investissement. Le Parlement n'a pas de lisibilité sur la manière dont les dépenses sont faites. Il faut attendre la loi de règlement pour savoir quelles sont les actions qui ont été financées. Et les collectivités apprécieront de savoir que le ministère a jugé que les euros dépensés dans le cadre du Fonds climat étaient ceux qui avaient le moins bon impact climatique. Enfin, Monsieur le Ministre, c'est pour vous désormais. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour limiter l'augmentation des charges de service public de l'électricité? 11,6 milliards d'euros en 2025, une évaluation à 13 milliards d'euros en 2026, dont 4,4 milliards d'euros pour le seul photovoltaïque. En 2026, nous allons aussi voir arriver les premiers euros de soutien pour l'hydrogène. Alors certes, le gouvernement nous propose quelques mesures à l'article 69 et aux articles nouveaux, avec les amendements qui viennent, mais il est nécessaire d'aller plus loin, sinon nous allons avoir un vrai problème d'acceptabilité sociale. Enfin, comment peut-on justifier une explosion des frais de gestion du chèque énergie en 2025, alors même que les bénéficiaires ont baissé de 25%? Tout ceci, et je vous le dis, n'est qu'une des conséquences de la néfaste suppression de la taxe d'habitation. Et enfin, comment la SNR pourra-t-elle répondre aux besoins de la recherche, d'expertise et de contrôle induits par les grands chantiers du nucléaire avec un budget en baisse? La LFI 2025, enfin, a acté un financement du CAS-FACé par une fraction indexée sur l'inflation du produit de la TICFE. Comment justifier que les crédits en dépenses du CAS demeurent inchangés? Je suis désolée, madame, j'ai 7 minutes pour 9 programmes. Il y a plus de temps pour d'autres. Chacun respecte les règles. Préserver les générations à venir, c'est accepter de regarder les deux dettes qui se dressent devant nous. Il y a la dette budgétaire, celle qui vous mobilise depuis plusieurs semaines. Mais il y a aussi la dette écologique. Et le devoir qui nous incombe aujourd'hui est de trouver un chemin pour affronter ces deux dettes en même temps. Ce chemin implique d'abord un effort budgétaire. C'est pourquoi mon ministère prend pleinement sa part, notamment avec la suppression de 200 postes hors opérateurs. Mais ce chemin implique aussi de préserver notre capacité à répondre à 3 priorités que nous nous sommes fixées. La première d'entre elles, c'est la décarbonation. Vous connaissez nos objectifs. Atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, avec entre-temps un objectif européen de baisser nos émissions de 90% d'ici 2040. Pour faire de ce calendrier une réalité, la stratégie nationale bas carbone est désormais pratiquement finalisée. Celle-ci traduit les objectifs que je viens de vous présenter en étapes concrètes déclinées secteur par secteur. Décarboner implique aussi un accompagnement financier. C'est notamment l'objet des certificats d'économie d'énergie qui devraient augmenter de 27% pour financer les dispositifs tels que MaPrimeRénov' ou le leasing social. Le fonds chaleur de l'ADEME sera par ailleurs maintenu à son niveau de l'an dernier. Nous sommes aussi en train de regarder comment faire en sorte que les taxes carbone payées par le secteur maritime profitent à sa modernisation et sa décarbonation. Notre deuxième priorité concerne l'adaptation.
Et vous qui portez la voix des territoires, savez qu'anticiper coûte beaucoup moins cher que réparer. C'est pour cela que nous proposons de maintenir le fonds Barnier à son niveau de 2025. 300 millions d'euros devraient ainsi permettre à nos territoires de renforcer leurs digues pour protéger leurs littoraux ou de construire des ouvrages pour s'abriter des avalanches. C'est aussi pour cette raison que le fonds retrait gonflement d'argile créé par vous est maintenu à son niveau de l'an dernier. Notre troisième priorité, c'est celle de la préservation de nos ressources naturelles. Car préserver l'immense richesse de notre patrimoine naturel, c'est aussi préserver la capacité des générations futures de générer à leur tour des richesses. Je pense, par exemple, à la préservation de nos ressources halieutiques, indispensables pour protéger les équilibres économiques de certaines régions. Bien sûr, préserver requiert des moyens importants, notamment pour mettre en œuvre la stratégie nationale biodiversité et pour protéger nos forêts, dont les crédits seront discutés dans le cadre de la mission agriculture. Mais le contexte budgétaire nous impose de faire des choix. Et c'est pourquoi je concentrerai mon propos sur 2 points. Le premier concerne la taxe plastique. L'outil n'était peut-être pas parfait, mais nous devons y retravailler, car personne ne saurait se satisfaire du retard pris sur nos objectifs. Je suis certaine qu'une majorité en commission paritaire pourrait se dessiner pour trouver l'outil de politique publique adapté, mais il nous faut trouver cet outil, car en refusant de le faire sans contrepartie, nous nous exposons au risque de continuer à devoir verser 1,5 milliard d'euros de sanctions par an à l'Union européenne. Ce montant, c'est l'équivalent de tout ce que nous avons alloué à la décarbonation de notre industrie en 2025. Le second point que je veux aborder avec vous concerne l'eau. Les projets qui sont soutenus par les agences de l'eau sont indispensables, que ce soit pour limiter les risques d'inondation ou protéger notre santé. C'est pourquoi je me réjouis de l'amendement qui a été voté ici d'augmenter de 125 millions d'euros les recettes affectées aux agences de l'eau. Une première étape pour sécuriser la mise en œuvre du plan eau. Avant de conclure, je souhaite dire un mot sur nos opérateurs, car ils sont partout en France le bras armé de la transition écologique. Les fragiliser revient à fragiliser nos territoires. J'espère pouvoir compter sur votre soutien pour protéger leur mission. Mesdames et messieurs les sénateurs, je ne serai pas plus longue. Vous avez identifié la voie que nous essayons de tracer, une voie qui doit nous permettre, certes, de réduire nos emprunts, tout en continuant à réduire notre empreinte. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Alors, si c'est bon, je l'ai là-haut. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les rapporteurs spéciaux, je vais faire bref, la nuit sera longue et nous aurons l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets qui ont été mentionnés dans le cadre de la discussion générale. Mais je voudrais commencer par vous dire que si aujourd'hui nous avons de l'électricité décarbonée en volume et pas chère, c'est grâce à des gens qui, il y a 50 ans, ont fait des choix historiques, courageux et visionnaires. Et ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est le même genre de choix. Donc on aura évidemment des discussions budgétaires aux lignes à ligne, on aura des débats sur le fait de savoir si telle dépense doit être budgétée, débudgétée ou pas. Mais il faut toujours qu'on garde à l'esprit ce grand projet, qui est de fabriquer, dessiner, construire ensemble, investir ce que doit être la France énergétique et décarbonée des 10, 20, 30, 40 années qui viennent. Évidemment, ceci suppose d'échanger sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous le ferons. Je ferai des propositions au Premier ministre dans les jours qui viennent, puisqu'il souhaite décider avant Noël. Nous devons ensemble travailler l'électrification des usages. Nous devons travailler les enjeux de fiscalité, de tarification. Au fond, les enjeux de choix stratégiques auxquels nous devons faire face, qui, évidemment, à l'aune d'une lunette budgétaire, peuvent parfois apparaître comme anecdotiques.
Et donc, je vais m'efforcer dans les 2-3 minutes qui viennent de répondre à quelques questions qui m'ont été posées par les rapporteurs. Mais je tenais évidemment à rappeler que tout ça se place dans un cadre beaucoup plus large sur lequel parfois nos discussions budgétaires peuvent apparaître, si c'est anecdotique, en tout cas pas forcément toujours pertinentes. On parlait par exemple des CSPE, des fameux critères qui nous permettent de corriger la tarification des énergies renouvelables. Si on n'a pas ce type de mécanisme, on n'a pas d'énergie renouvelable. Si on n'a pas d'énergie renouvelable, je pense qu'on n'a pas de mix énergétique décarboné dans les 10-20 ans qui viennent, qui nous permettent d'avoir à la fois de la flexibilité, mais aussi une capacité à construire rapidement. Donc on en a besoin. Il faut qu'on corrige les excès du passé, et c'est la raison pour laquelle je serai extrêmement ferme sur l'article 69 qui nous permet de revenir sur des excès passés, à la fois, je dirais, à la hausse. Les tarifs étaient extrêmement généreux, c'est la CRE qui le dit, mais parfois aussi à la baisse pour récupérer des recettes excédentaires qui ont été touchées. Ce qui est la bonne nouvelle, je dirais, de ces certificats, c'est que l'effet volume va progressivement l'emporter sur l'effet prix. L'idée sur les prix, c'est de donner de la visibilité aux opérateurs, mais surtout qu'on en ait de plus en plus, de manière à ce que, évidemment, notre énergie soit de plus en plus disponible et décarbonée. Il y a eu beaucoup de questions sur les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif efficace, un dispositif de marché qui permet de faire jouer la concurrence entre les opérateurs. J'allais dire à la fois ceux qui polluent et ceux qui dépolluent. Donc il faut les garder. Il faut les améliorer. On a un enjeu de lutte contre la fraude. Vous savez qu'on a mis des ETP supplémentaires pour assurer cette lutte. On a des enjeux d'efficacité. Ça a été dit par deux d'entre vous. Il y a des enjeux potentiels de volatilité qui peuvent éventuellement donner insuffisante visibilité aux opérateurs. Et ça, il faut qu'on le gère. Et on l'a fait dans ce projet de loi, notamment avec, en assurant suffisamment de trésorerie à l'ANA pour qu'elle puisse faire face à cette volatilité. Et puis surtout, on augmente les volumes, à la fois en offre et en demande, de manière à ce que la politique soit plus efficace, plus profonde, plus liquide, et que ça marche. Donc ça a été dit, le bonus automobile, le leasing social, évidemment ma prime rénov', qui avait quelques défauts, ça a été mentionné. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, mais il faut qu'on les corrige. Là aussi, la lutte contre la fraude, on a mis le paquet. Et on a évidemment travaillé aussi les enjeux de recentrage du dispositif pour le rendre plus efficace. On a eu des questions sur le compte d'affectation spéciale, le fameux CAS-FACÉ, financement des aides aux collectivités locales. Ça, j'y reviendrai au bout de la nuit, puisque ce sont les derniers amendements qui nous permettront, en tout cas aux plus courageux d'entre nous, d'en parler. Je voudrais terminer par deux points très rapides. D'abord, le chèque énergie. Évidemment, on a changé de méthode et ça crée des investissements importants en termes de système d'information. Ça crée aussi des enjeux de notre capacité à rejoindre ceux qui en ont besoin. Et il faut qu'on améliore tout ça, mais c'est ceci qui explique la hausse des frais. On est à peu près à 4% des autorisations d'engagement qu'on a aujourd'hui pour investir dans de nouveaux systèmes d'information. Ça baisse en 2026 par rapport à 2025. On était à 50 millions cette année, on sera à peu près à 40 millions l'année prochaine. Ça doit continuer à baisser en 2027, mais là aussi, on est sur un investissement qui va nous permettre de rendre, je l'espère, le dispositif plus efficace. La SNR, ça m'a été mentionné, j'étais le ministre qui a porté la fusion de ces deux institutions. Je souhaite véritablement à la fois féliciter le président de l'institution et les collaborateurs qui ont réussi à transformer l'essai. Je pense qu'on a effectivement bien absorbé les coûts de la fusion. On a une institution qui est aujourd'hui efficace, qui va nous aider à accompagner le développement du nucléaire. C'est vrai qu'on leur demande des efforts supplémentaires l'année prochaine encore, et je le reconnais, mais comme à toutes les agences, comme à tous les opérateurs de l'État, on est dans un environnement assez contraint. Il faut qu'eux aussi y contribuent. J'espère que le rapprochement des équipes techniques qui a été envisagé par la direction contribuera à ces synergies. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis impatient d'échanger avec vous sur tous ces amendements. Oui, alors là, j'arrive avec une série d'amendements d'économie beaucoup plus modestes, mais assez ciblés. Et le premier vise à s'inscrire dans les travaux de la Commission des finances, à savoir aller chercher la trésorerie dormante. Quand on est en déficit et qu'on emprunte, il n'y a pas de raison que de la trésorerie se trouve chez les opérateurs. Et donc, effectivement, à la fin de l'année 2025, la trésorerie de l'OFB sera à un niveau largement plus haut que celui qui est prévu par son COP. Donc, l'amendement vise à ramener la trésorerie au niveau prévu par le COP, soit 40 millions de reprise de trésorerie. Bien, je vais demander l'avis du ministre sur l'amendement de la Commission. Merci Madame la Présidente. En saluant le travail constant, régulier et opiniâtre, Madame le rapporteur, sur les opérateurs de l'État, peut-être pour redire à quel point la trésorerie est elle aussi fluctuante de l'OFB tout au long de l'année, puisque
Par exemple, au 1er avril, elle est tombée à 55 millions d'euros sur un budget qui est de l'ordre de 600 millions d'euros. Par conséquent, moi je crains que si vous reprenez une partie de cette trésorerie, vous ne veniez à fragiliser l'organisme, notamment sur les engagements nouveaux qui sont les siens. Je pense à des programmes nationaux très importants comme la réduction des produits phytosanitaires ou le soutien à l'ensemble des projets territoriaux qui sont portés par, évidemment, les Outre-mer, par les collectivités ou par les fédérations des chasseurs. Par ailleurs, il faut aussi souligner que beaucoup d'efforts d'économie ont été intégrés d'ores et déjà dans le budget de l'OFB, dans son budget initial qui a été voté le 27 novembre dernier. Donc, par conséquent, le gouvernement est défavorable à cet amendement, mais vous avez raison, il faut évidemment que l'établissement recentre ces différents dispositifs d'intervention discrétionnaire dès cette année, parce que votre amendement l'évoque également, afin d'assurer sa soutenabilité et mettre en place des économies à hauteur d'environ 10% sur ces dépenses de fonctionnement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Weber, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, vous ne serez pas étonné que je m'oppose à cet amendement, parce que d'abord, je crois que c'est une vue un peu étriquée de la situation, puisque vous savez très bien que d'abord, dans ces sommes-là sont prises en compte les différents programmes pour lesquels intervient l'OFB. Ce n'est pas simplement l'activité de l'OFB en tant que telle, c'est aussi le décaissement vis-à-vis de partenaires européens pour lesquels l'OFB est engagé. Je pense en particulier au programme LIFE. Et puis c'est d'éviter, parce que vous avez fait référence à la COP, mais au contrat d'objectifs et de performance, mais je rappelle que celui-ci prévoit en effet de limiter à 30 jours. Mais quand on regarde effectivement à la fois l'activité qui doit être soutenue par l'OFB, eh bien on s'aperçoit que finalement ces 57 jours ne sont pas tant en décalage par rapport à ces 30 jours. Donc je crois que ce serait une erreur que de prendre ces 40 millions d'euros. Merci, Monsieur Weber. Monsieur Blanc. Oui, on a eu un échange. Je vais faire une prise de parole. On a deux amendements qui visent à diminuer les crédits au niveau de l'OFB. Deux remarques. La première, c'est on a discuté pas plus tard que la semaine dernière sur la partie 1 et de nombreuses personnes sur les bancs nous faisaient remarquer la nécessité pour un certain nombre d'acteurs, de structures, d'avoir des fonds propres suffisamment solides et d'avoir des trésoreries suffisamment solides. Ce qui est vrai pour des entreprises, l'est vrai aussi pour des agences, l'est vrai pour un certain nombre de structures. Si on veut être capable de se projeter, on a besoin d'avoir une trésorerie solide. Première remarque. Deuxième remarque, juste avant, on avait un débat sur les forces de sécurité. L'OFB, c'est aussi la police de l'environnement. Et c'est tout à fait symbolique de voir la nécessité des discours pour renforcer les forces de gendarmerie et de police, et de l'autre côté, de vouloir s'attaquer au crédit de l'OFB. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal extrêmement ferme que vous adressez. Merci. Madame la rapporteure, je vous en prie. Alors, il ne faut pas faire dire à mon amendement ce qu'il ne dit pas. Et sur la police de l'environnement, je pense que j'ai largement écrit pour dire qu'il fallait la renforcer et la mutualiser. J'appelle juste l'État à être cohérent avec lui-même. L'État est signataire du COP. Je fais juste que mettre en cohérence la trésorerie et le COP. Donc si on estime tous qu'il faudrait un niveau de trésorerie plus élevé, à ce moment-là, il faut revoir le COP. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement de la commission qui a un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous continuons, Madame la rapporteure, avec votre amendement 2025. Oui, alors cet amendement, cette fois-ci, il s'intéresse à l'ADEME, et là aussi de manière assez ciblée pour 16 millions en AE et 15 millions en CP. Il vise d'une part à arrêter de financer sur le budget de l'ADEME les soutiens aux projets d'éco-conception, de réemploi, de recyclage dans les entreprises, parce que ces politiques publiques, elles sont déjà portées et elles devraient être mieux portées par les filières REP, on en a déjà largement parlé, à anticiper et à forcer la main sur la rationalisation et la mise en commun avec les autres agences du ministère et avec le ministère lui-même au travers du commissariat général au développement durable de tout ce qui a trait à l'expertise, à la recherche et au traitement des données. Et enfin, supprimer les crédits relatifs à l'Europe et à l'international. Le ministère, il me semble, est doté d'une direction des affaires européennes et internationales, la DAU, qui peut faire ça. Un opérateur ce n'est pas dans ses missions. Monsieur le ministre, votre avis sur l'amendement de la commission? Merci Madame la Présidente.
Écoutez, on soutient évidemment l'objectif de rationalisation tel que prévu par cet amendement, mais on ne peut pas avoir à la fois la baisse du fonds économie circulaire, qu'on soutient puisque c'est le gouvernement qui le propose, et en plus la baisse des crédits de l'ADEME qui sont destinés aux mêmes missions. Parce que ce que vous proposez, mais sauf si j'ai mal compris, c'est de réduire notamment le soutien aux projets d'éco-conception, de réemploi, de recyclage, sauf à ce que j'ai mal compris votre amendement. Mais on ne peut pas, dans la même séance, demander plus de crédits pour le fonds économie circulaire et de l'autre, réduire les crédits qui sont liés à l'ADEME pour ce faire. Et d'une manière générale, vous avez raison, il y a aujourd'hui des filières REP qui ne sont pas suffisamment matures, pas suffisamment rationnelles économiquement. Il y a également tout un tas de produits qui ne sont pas dans des filières d'économie circulaire. Et donc, il faut des crédits en amorçage ou en soutien. C'est l'objet de ce que fait l'ADEME, c'est l'objet de ce que fait également le fonds économie circulaire. Mais on ne peut pas prendre appui sur ce manque de rationalité économique, me semble-t-il, pour réduire les deux. En revanche, moi, je suis extrêmement sensible à ce que vous avez dit s'agissant des études. Et il faut impérativement que nous, au ministère, on s'engage à ce qu'il n'y ait absolument aucun doublon dans les études. Et c'est un travail que l'on peut peut-être mener conjointement. Donc c'est un avis défavorable. Madame la rapporteure. Oui, pour éclairer le ministre et peut-être l'Assemblée. En fait, à l'intérieur du budget de l'ADEME, il y a plusieurs lignes qui sont directement inscrites dans le PAP du programme 181. On a le fonds économie circulaire, on a le fonds chaleur et ensuite on a le budget incitatif de l'ADEME, en gros une centaine de millions d'euros qui vise à prendre les dépenses, les actions que mène l'ADEME en propre. Et donc c'est dans ces 100 millions d'euros que je suis venue chercher de manière précise des actions qui peuvent déjà être menées par ailleurs. Donc en fait, ce qui va sur les REP, enfin, ce qu'on vise à transférer, c'est des choses qui viennent en complément du fonds économie circulaire et qui viennent aussi en complément du budget de surveillance des REP, qui est un budget annexe au budget de l'ADEME, dont on ne discute pas ce soir parce qu'il est financé directement par un prélèvement sur les éco-organismes. Merci. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, juste une question à Madame la rapporteure. Donc, qui souhaite supprimer l'intervention internationale, européenne et internationale de l'ADEME. Cette intervention, c'est quoi? C'est que l'ADEME, avec son savoir-faire, sa capacité de mutualisation des expériences menées sur le terrain, et notamment dans les collectivités territoriales, met quelques millions sur le fait que cette expérience, ce savoir-faire, ces bonnes pratiques soient connues à l'extérieur. Donc, c'est de l'argent extrêmement efficace parce que ça permet à d'autres, ailleurs dans le monde, en Europe ou à l'international, de justement pouvoir bénéficier de ce qu'on a fait en France et de nos meilleures pratiques. Donc ma question est extrêmement simple. Vous le supprimez, qui le fait? Merci, monsieur Dantec. Bien. Je vais mettre aux voix l'amendement de la commission qui, je vous le rappelle, a eu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. J'ai 17 amendements en discussion commune. On commence avec l'amendement de la rapporteure, au nom de la commission des finances. Oui, je poursuis mon petit travail de recherche et cette fois-ci, donc, je viens voir l'Office français de la biodiversité et cette fois-ci, pour 11 millions d'AE et 15 millions de CP, à venir supprimer les dépenses relatives à la communication et à la sensibilisation de l'opérateur, hors bien évidemment les dépenses consacrées au personnel. Je rappelle que dans cet hémicycle, on nous a présenté il y a quelques jours le loto de la biodiversité comme étant l'outil par lequel l'OFB pouvait communiquer vis-à-vis du plus grand nombre sur les nécessités de faire attention et de protéger la biodiversité. Donc voilà une dépense de com gratuite portée par la Française des Jeux. Et pour tout le reste, il y a besoin de mutualiser au sein du ministère. Merci. Monsieur Louot. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, écoutez, du coup, je suis un petit joueur, donc je vais plutôt le rendre identique à Madame Lavarde et je soutiendrai bien évidemment. Merci. Je continue. C'est Monsieur Moret. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui propose de diminuer de 3 millions les crédits de VNF. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure en discussion générale, l'idée c'est de diminuer les crédits de VNF et en revanche de stabiliser leur plafond d'emploi. C'est quelque chose qui est proposé en accord avec eux. Merci. Madame Fareyas, le suivant. Je vais
Pardon. Je vais défendre ensemble les deux amendements 1596 et 1595, qui sont tout à fait presque identiques. Mais je tiens à préciser que depuis de nombreuses années, les opérateurs chargés de la mise en œuvre de la politique de transition écologique, ils apportent une ingénierie, une expertise scientifique et technique indispensable dans nos territoires. Alors même que les enjeux climatiques s'intensifient, nos engagements impliquent le renforcement des moyens, le projet de loi de 2026 prévoit une réduction très significative des effectifs au sein des opérateurs. Depuis 2017, plus d'1 million d'emplois publics spécialisés ont été supprimés. 404 au CEREMA, 144 à l'hygiène, 382 à Météo France, 447 à Voies navigables et 27 dans les opérateurs de la biodiversité. Dans un département comme le mien, la Dordogne rurale est très étendue, les petites communes doivent faire face à des pressions environnementales croissantes, que ce soit les RGA, les inondations et les sécheresses. Dans ces conditions, comment répondre efficacement à ces crises qui se répètent et s'intensifient lorsque la diminution des effectifs compromet directement la capacité de l'État et de ses opérateurs à agir de manière proactive et coordonnée ? Par ces deux amendements, nous vous proposons d'une part de revenir sur ces suppressions de postes et de rétablir l'équivalent de 73 postes supprimés en 2026 par l'attribution d'une enveloppe de 5,1 millions d'euros aux opérateurs concernés. Merci, cher collègue. Monsieur Roux, pour le suivant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, si vous voulez bien, je vais défendre le 1218 et 1219. Le CEREMA subit dans ce projet de loi de finances une nouvelle baisse de 4,3 millions d'euros de sa subvention pour charges de service public ainsi qu'une réduction supplémentaire de 25 ETP. Ces diminutions s'inscrivent dans une trajectoire continue et placent l'établissement dans une situation financière critique. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que le CEREMA a mené à bien une réforme exemplaire, inventaire complet de ses missions, réduction de 20% de ses effectifs et de sa CSP en 5 ans, tout en augmentant son activité de 10%. Donc nous proposons par cet amendement un abondement de 20 millions d'euros correspondant à son déficit structurel, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est un amendement de repli qui propose d'augmenter la subvention pour charges de service public du CEREMA de 4,3 millions d'euros et de mettre fin à cette trajectoire de baisse systématique. Merci. Merci, Monsieur Roux. Monsieur Gillet, pour le suivant. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, comme l'a indiqué mon collègue Roux, le CEREMA fait partie des opérateurs de l'État qui ont fait le plus d'efforts en matière de maîtrise budgétaire et de transformation aussi de leur offre de services pour l'adapter réellement au niveau des besoins. Et donc, elle a mis en place un plan d'économie volontaire qui est quand même remarquable. Et le CEREMA ne semble pas récompenser justement du travail qui a été mené, puisque pour 2026, il y a donc une diminution de 25 équivalents temps plein, ce qui est quand même particulièrement important. Donc en 10 ans, les effectifs dotation du CEREMA ont diminué déjà de 20%, alors que son volume d'action, lui, a augmenté de 10%. Donc le présent amendement propose de revenir sur la suppression des 25 ETP et sur la baisse de la CSPP de 7,3 millions d'euros sur un total de 8,55 millions d'euros. Je vous remercie. Madame Havet, 1462. Merci Madame la Présidente. Comme l'ont dit mes collègues Monsieur Roux et Monsieur Gillet, l'amendement vise à maintenir les moyens alloués au CEREMA au niveau de ceux de 2025. Merci beaucoup. Monsieur Dantec. Oui, Madame la Présidente, en écho à ce qui vient d'être dit, je trouve que d'un point de vue purement pédagogique, comme signal donné aux opérateurs de l'État, dont on veut tous qu'ils fassent des économies, si vous en avez un qui fait l'effort et qu'il a fait, on le baisse quand même l'année d'après. Moi, si j'étais un opérateur, dans ce cas-là, j'essaierais d'aller le moins vite possible sur la baisse, puisque de toute manière, l'année d'après, j'en aurais une quand même. Donc, je vous alerte sur le caractère anti-pédagogique de ce point. Donc, comme mes collègues, je propose évidemment la restauration des moyens du CEREMA, mais surtout, et je reprends ma casquette aussi de président de la commission spécialisée sur l'adaptation, on vient de voter, enfin, on vient de décider, c'est pas un vote, d'avoir un PNAC ambitieux. On va demander aux collectivités territoriales dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'aller beaucoup plus loin sur l'adaptation au changement climatique. C'est le CEREMA, leur interlocuteur en termes de soutien technique. La demande va exploser au niveau des territoires pour être accompagnée sur l'adaptation au moment où on baisse les subventions du CEREMA. Donc là, il y a quelque chose de totalement contradictoire à réparer. Et pour ne pas peiner Vincent Capo-Canelas ou Stéphane Demilly, il s'agit de lever le gage plutôt que de priver l'aviation de 8 millions. Merci, Monsieur Dantec. Nous continuons avec le 1331. Monsieur Gillet, vous ne l'avez pas présenté. Il est défendu. Je vous remercie. Le 1326, Monsieur Weber.
Oui, pour revenir sur l'OFB, il s'agit en l'occurrence de maintenir les crédits de l'OFB qui subit là aussi des suppressions et donc de 16 ETP. Je pense que quand on voit le travail qui est à faire sur la stratégie nationale biodiversité, par exemple, je pense que c'est à l'OFB demain qu'il reviendra une partie de ses missions, alors que l'on ne remplit pas tout à fait les objectifs à atteindre. Et je fais aussi référence à tout à l'heure ce que vous disiez, Madame la rapporteure, puisque quand on a parlé des énergies renouvelables, vous parlez du rapport qui a été fait par les agents de l'OFB. Donc je crois que c'est une forte ingénierie aussi au service des territoires. Et donc en l'occurrence, je pense qu'on en a vraiment besoin actuellement. Merci. Merci. Qui présente le 1515? Monsieur Jacquin était premier signataire. Monsieur Gillet, il est défendu? Merci. Monsieur Weber, on continue. Le 1328. Merci. Madame Havet, le suivant, le 1461. Merci beaucoup. Le 1333 est également défendu, Monsieur Gillet? Très bien. Et le dernier, le 1330, est également défendu. Eh bien oui, vous ne me dites pas oui, mais je considère que c'est oui. Alors, je vais demander l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements. Alors, on y va. On parle à plusieurs voix. Donc l'amendement de Monsieur Louault, j'y suis favorable puisqu'il est identique au mien. Sur les deux amendements de Madame Varayas, le 1596 et le 1595, ce sera un avis défavorable. Aujourd'hui, les effectifs des opérateurs ont augmenté sur la période récente, alors que ceux de l'administration centrale ont considérablement diminué. Je pense qu'il y a une réflexion d'ensemble à avoir sur l'articulation entre ministères et opérateurs. Et tant que cette articulation et cette clarification n'a pas été faite, il n'y a pas lieu de refaire des mouvements massifs de création d'emplois chez les opérateurs. Pour l'amendement 1331 de Monsieur Gillet sur le Conservatoire du littoral, il y a déjà 2,5 millions d'euros de la hausse du plafond de la taxe qui a été votée en première partie. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé que le groupe Les Républicains a porté une taxe sur le principe pollueur-payeur qui va venir notamment abonder les actions du Conservatoire du littoral à hauteur d'un rendement qui est escompté à 100 millions d'euros. Donc je pense que vous êtes largement satisfait. Sur Michael Weber pour l'augmentation du plafond de l'OFB, juste rappeler quand même que l'Office a gagné 100 équivalents temps plein depuis 2021. Sur les parcs, Monsieur Weber, là aussi, eux, ils ont gagné 48 ETP depuis 2021. Et par ailleurs, en première partie, on a aussi voté une augmentation fléchée vers les parcs naturels. Enfin, Madame Havet, pour son amendement rapidement défendu, je pense que c'est un amendement d'appel, donc je l'invite à le retirer, surtout qu'il sera largement couvert par les recettes du loto de la biodiversité. Et enfin, pour l'amendement de Monsieur Gillet sur les agences de l'eau, là aussi en première partie, on a relevé le plafond des agences de l'eau. Et juste quand même pour dire que les agences de l'eau, depuis 2018, elles sont engagées dans un programme de mutualisation entre les 6 agences de bassin, que depuis 2018, il y a une mutualisation qui est arrivée à son terme, c'est le système informatique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que ce n'est pas en leur rajoutant des ETP qu'on va forcément accélérer ce mouvement de rationalisation. Il y a besoin effectivement d'argent dans les agences de l'eau pour financer les dépenses d'intervention, pas tant pour faire fonctionner les agences elles-mêmes. Merci. Je voudrais l'avis de la commission sur les amendements restants, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais donner alors des avis sur 6 amendements. D'abord, la première série qui concerne des amendements qui visent à relever la subvention du CEREMA. Il s'agit du 1218 de Monsieur Roux, du 1332 de Monsieur Gillet, du 1462 de Madame Havet et du 1492 de Monsieur Dantec, et puis également du repli qui est le 1219 de Monsieur Roux qui ont été présentés tout à l'heure. Il s'agira de demandes de retrait. Alors je m'explique, nous venons de voter en projet de loi de fin de gestion une subvention pour le CEREMA qui a été augmentée de 3 millions. Ça s'est fait en PLFG parce que c'était plus évident, si vous me passez l'expression, de pouvoir rehausser la subvention à ce moment-là. On n'efface pas totalement la baisse qui était prévue, mais presque. J'ai dit tout à l'heure, lors de la discussion générale, un certain nombre de choses qui étaient fortes à l'attention du ministre et je ne lâcherai pas là-dessus.
Je ne souhaite pas qu'à nouveau on regarde ailleurs quand la difficulté est présente pour le CEREMA. Elle est réelle, on l'a tous illustré. Vous avez cité tout à l'heure des chiffres les uns et les autres qui sont issus d'un rapport que j'ai présenté notamment à la Commission des finances et qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble. Voilà, donc je pense que l'opération qui vient d'être faite en PLFG répond largement à l'attente. Il faut maintenant que le gouvernement accepte pour l'année prochaine, en 27, de rebaser la subvention. C'est ce qu'on a déjà fait sur d'autres opérateurs. Il se pose la question de la pérennité financière du CEREMA, qui est un outil indispensable pour tout le monde. Mais je pense qu'en l'ayant fait, ces 3 millions en PLFG, en rebasant, on aura trouvé, me semble-t-il, une solution. Et le CEREMA doit faire une partie de l'effort, malheureusement. Mais je crois qu'on a une bonne solution. Il y a également le 1333 qui a été présenté par M. Gillet, qui concerne cette fois l'IGN. Alors c'est un peu l'illustration de la même méthode d'ailleurs, parce que vous proposez 850 000 euros. J'avais eu l'occasion en tant que rapporteur de vous proposer plusieurs fois, soit en PLFG, soit d'ailleurs en loi de finances l'année dernière, et je remercie encore Christine Lavarde, on avait fait un jeu de mouvement d'un programme à l'autre. On avait apporté en 2 ans 9 millions à l'IGN. Ces 9 millions ont été rebasés, et là je m'en félicite. Ça a permis de ressocler le montant de la subvention. Donc, voilà, l'IGN est à peu près hors d'eau. Il n'est pas hors de tout souci, hors de tout problème, mais on a fait déjà, me semble-t-il, un bon chemin et il doit maintenant mettre en œuvre un certain nombre de mesures d'économie en interne. Voilà, j'ai revu le directeur général en suivant cet opérateur. Le programme 159 est très difficile. On avait que 3 malades. Météo s'est stabilisé. IGN, on l'a restabilisé nous-mêmes, si je puis dire, et on est sur CEREMA, on continue, voilà. Donc ce sont des demandes de retrait, sinon défavorables pour l'ensemble de ces amendements, pour la raison que j'ai essayé d'expliquer. Merci. Oui, Monsieur Moret, monsieur le rapporteur. Oui, moi je donne un avis sur le 1515 qui a été présenté, je crois, par Monsieur Gillet. C'est une demande de retrait puisqu'il va totalement à l'encontre de celui qui a été présenté par la Commission, même si l'objectif est le même, puisque vous aussi, ce que vous voulez, c'est qu'on ne diminue pas le nombre d'emplois à VNF. C'est ce qu'on propose, mais avec un montage différent. Donc c'est pour ça que c'est une demande de retrait. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, sur l'ensemble de ces amendements. Merci Madame la Présidente. D'abord, l'ensemble de ces amendements me permet de saluer le travail qui est fait par l'ensemble des opérateurs du ministère et de leurs agents, à rebours parfois des discours un peu simplistes, mais qui n'ont pas cours au Sénat, consistant à croire que parce qu'on va supprimer un opérateur, on va se soulager d'un grand pan de dépenses publiques et que l'on va faire mieux avec moins de services publics. En rappelant également que les effectifs globaux des opérateurs du ministère sont en diminution, Madame la rapporteure, si on intègre notamment le CEREMA et l'IGN depuis 2017. Et peut-être en disant qu'il y a une voie entre l'effort aveugle et l'effort, si j'ose dire, le pilotage opérateur par opérateur, puisque dans la copie ministérielle, qui est celle que défend Monique Barbu, les parcs nationaux, l'INERIS, Météo France, voient notamment leurs effectifs stabilisés. Mais en revanche, pour un certain nombre d'opérateurs, il y a bien des baisses. Pour l'OFB, c'est de l'ordre de 14 équivalents temps plein sur un effectif global de 2736 équivalents temps plein. Chacun appréciera l'ampleur de cette baisse. D'aucuns jugeront que c'est beaucoup, d'autres que ce n'est pas assez. S'agissant de l'IGN, c'est 17 ETP sur 1405. Et s'agissant du CEREMA, c'est de l'ordre de 1%, puisque c'est environ 25 ETP sur 2495 ETP. S'agissant des amendements sur les dépenses de communication de l'OFB, elles ont été diminuées par 3 entre 2024 et 2026. On est passé de 6 millions d'euros en 2024 à 2 millions d'euros dans le budget prévisionnel pour 2026. Par conséquent, si on retire 11 millions d'euros, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait à l'échelle des dépenses de communication. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore dans la rationalisation de ces dépenses? Vous avez parfaitement raison, et c'est d'ailleurs tout le sens de l'effort qui est demandé par le Premier ministre, non seulement à l'OFB, mais à l'ensemble des administrations qui sont placées sous l'autorité du gouvernement. S'agissant de Voies navigables de France, mais là je parle sous le contrôle de Philippe Tabarot, la subvention de charges pour services publics, on évoquait tout à l'heure la conformité avec les COP, on est quasiment dans les clous du contrat d'objectifs et de performance en 2023, puisqu'on est à 252,7 millions d'euros contre, je crois, 253 millions d'euros dans le contrat d'objectifs et de performance.
S'agissant du conservatoire du littoral, vous l'avez rappelé, mesdames et messieurs les rapporteurs, la taxe affectée, la TEMUP, a été relevée de 2,5 millions d'euros par votre Assemblée en première partie. Par conséquent, il ne me semble pas que le conservatoire face à des difficultés importantes, si tant est que ce fléchage soit maintenu. S'agissant des agences de l'eau, grâce au Sénat, si j'ose dire, la promesse du plan eau du président de la République de mars 2023 va pouvoir être tenue, puisque on sera bien à plus 475 millions d'euros en année pleine par rapport à l'année de référence qui est l'année 2023, grâce à l'amendement qui a été adopté dans votre Assemblée en première partie. Et s'agissant enfin du CEREMA, vous avez raison, monsieur le rapporteur, la situation du CEREMA est extrêmement préoccupante. Et vous avez raison de rappeler également que les crédits qui ont été inscrits dans le projet de loi de fin de gestion permettent de pallier l'urgence de cette situation, mais il faudra aussi aller plus loin et très certainement, peut-être dans le cadre de la loi de décentralisation voulue par le Premier ministre, réinterroger les missions du CEREMA et réinterroger son modèle et peut-être également réinterroger ses ressources propres pour assurer sa stabilité et sa pérennité au service notamment des collectivités locales. Par conséquent, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement n'est pas favorable à l'ensemble de ces amendements. Peut-être s'agissant une nouvelle fois de VNF, madame la ministre, il me semble qu'il y a une petite contradiction à vouloir à la fois relever le plafond d'emploi et diminuer la subvention pour charges de service public, même si j'imagine que dans votre esprit, il s'agit de préserver les dépenses d'investissement au détriment des dépenses de fonctionnement. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Bien, monsieur Jadot. Merci, madame la présidente. On l'a dit dès le début de cette mission, de l'étude de cette mission, tous les grands budgets de la transition écologique sont à la baisse particulièrement depuis 2-3 ans. C'est des réductions de moitié, parfois de 2 tiers de nos grandes politiques. On l'a dit aussi, il y a une instabilité organisée régulièrement par le gouvernement, que ce soit dans MaPrimeRénov', que ce soit dans l'électromobilité, comme dans l'ensemble du secteur énergétique. Et la troisième cartouche, c'est de déstabiliser les opérateurs et les agences qui organisent, qui participent à la mise en œuvre de ces politiques. Franchement, ça fait beaucoup. Merci, monsieur Weber. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je crois qu'en effet, on a quelques sujets, et je sais bien que notamment sur les opérateurs et les agences, cela fait référence aussi à la commission d'enquête que nous avions l'an dernier, et qui avait fini dans une de ses conclusions, de ses recommandations, de réfléchir à la question de la communication. Et j'imagine, madame la rapporteure, que cela s'inscrit, que la proposition qui est la vôtre sur l'amendement 2026 s'inscrit dans cette perspective. Ceci étant, moi j'y vois 2 problèmes. Le premier, c'est que, quoi qu'on en dise, les thématiques, les sujets qui sont portés par l'OFB ont besoin d'être valorisés à l'extérieur. Et je crois que c'est une des missions qui est demandée, notamment qui est demandée à ces agents. Il faut le reconnaître et il faut le soutenir. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est une erreur, à mon avis, en quelque sorte philosophique, parce que cela risque d'invisibiliser encore plus les agences et les opérateurs de l'État et en quelque sorte de déconnecter encore ces agences de leur ancrage sur les territoires. Et c'est la même chose pour les parcs nationaux, parce que je rappelle qu'en l'occurrence, ce n'est pas simplement de demander des moyens supplémentaires, c'est de relever le plafond d'emploi. Merci. Merci, monsieur Gillet. Merci madame la présidente. Je voudrais reprendre quand même quelques arguments concernant les agences de l'eau et donc l'amendement qui a été présenté en ce sens. Plus ça va et plus on demande aujourd'hui une politique d'intervention de plus en plus forte au niveau des agences de l'eau qui s'appuie bien évidemment sur des opérateurs, mais il faut aussi les accompagner, comme il faut accompagner l'ensemble des acteurs. La montée en puissance de l'ensemble des problématiques sur la qualité et la quantité des eaux est quand même très significative aujourd'hui. Vous savez que nous sommes demain devant un mur, voire même une impasse, notamment par rapport aux politiques à mettre en œuvre, par rapport à la protection des aires de captage. Depuis des années et des années, le plafond d'emploi des agences de l'eau diminue. Donc si nous
nous avons relevé effectivement le plafond, et nous verrons bien quelles seront les conclusions définitives au niveau du PLF, il faut qu'au niveau des plafonds de ressources, on ait quand même les compétences nécessaires. Et aujourd'hui, elles sont de plus en grande difficulté sur ces politiques d'accompagnement. Donc je maintiens effectivement notre position. Merci. Monsieur le Président Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. Non, je voulais revenir d'abord sur l'amendement de Madame Lavarde, où je vois que sur l'OFB, où en fait on supprime une partie notamment liée à la communication et à la sensibilisation, je trouve en réalité que c'est assez malvenu quand on sait la période qu'ont pu subir les agents de l'OFB, où il y a au contraire besoin, parce que souvent leur travail a été mis en cause, je pense qu'au contraire, on a besoin justement de travailler à la fois sur la communication, sur la sensibilisation, sur ce à quoi sert l'OFB, quelles sont les missions de l'OFB, et notamment auprès du grand public. Donc je trouve assez malvenu qu'on supprime justement cette partie communication et sensibilisation, surtout qu'on la flèche, mais on ne sait pas trop où. Et puis sur le CEREMA, moi je pense que réellement, un centre d'études d'expertise sur les risques, si on n'augmente pas les crédits sur ce centre d'études, j'avoue ne plus rien comprendre. On est dans un chaos climatique. Moi, je suis sur un secteur de montagne. On a un village, le village de la Bérarde qui a disparu. On a des études qui sont en cours. On voit tout l'intérêt du CEREMA. Donc vraiment, merci il faut trouver une pérennité pour ces financements. Monsieur Corbizet. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais intervenir au sujet de l'amendement 2.9 de Madame la rapporteure Carrère-Gé sur la suppression de crédits de VNF. Moi, je suis d'un département qui a subi à 2 reprises, avec mes collègues voisins du Nord, des inondations. Et lors des réunions techniques avec les départements, les services de l'État et le conseil régional, le président du conseil régional des Hauts-de-France avait fait faire une étude que si les canaux de notre région avaient été nettoyés en temps et en heure, c'est plus de 40 cm de stockage d'eau qu'on aurait pu mettre sur des centaines de kilomètres. Donc supprimer des crédits à VNF, alors que ce sont des secteurs qui ont besoin de travaux et qui peuvent être des zones tampons pour éviter des inondations, je trouve quand même regrettable de retirer cet argent à VNF. Merci. Maintenant, j'ai des demandes des rapporteurs. On va commencer par vous, Madame Carrère-Gé, je vous en prie. Merci beaucoup en réponse à votre propos et au ministre aussi. Nous avons proposé 2 amendements. Le premier, donc, diminue la subvention de 3 millions à VNF, et le second, qu'on examinera plus tard, vise à effacer ce que vous proposez dans le projet de loi de finances, qui est une suppression d'une 40aine d'emplois chez VNF. Nous faisons ça, ce deal, après en avoir discuté avec VNF, pour trois raisons. Pour être responsable, pour que l'État respecte sa parole, parce qu'il y a eu un contrat signé entre l'État et VNF qui ne prévoyait pas de diminution d'effectifs, et pour respecter le dialogue social en cours chez VNF. Alors, Monsieur le ministre, nous avons voulu être responsables, mais si vous vous engagez à, l'un ou l'autre, le gouvernement, si le gouvernement s'engage à effacer cette diminution d'une 40aine d'emplois chez VNF, bien entendu, on ne demande pas de diminuer la subvention de l'État de 3 millions. Je vous remercie. Merci. Madame Lavarde. Oui, moi, c'est un peu une question que je vais adresser au ministre, parce que finalement, mon amendement, il met peut-être de manière ouverte sur la table ce que le gouvernement va faire en douce. Puisque j'ai lu, comme vous tous, il y a une dizaine de jours dans un journal dominical, que le gouvernement allait faire 300 millions d'euros d'économies sur la communication. Chacun des ministres qui défilent dans cet hémicycle, je lui demande quelle est la part qui va être prise par son ministère et par les agences qu'il a en responsabilité. Il s'avère que moi, dans les budgets que j'ai regardés, c'est les agences qui pèsent le plus lourd. Donc c'est la raison pour laquelle je viens traduire en fait dans des amendements ce qui a été l'annonce du gouvernement. Donc monsieur les ministres, à combien votre ministère va être mis à contribution à hauteur de ces 300 millions d'euros et comment vont-ils être répartis entre l'administration centrale et les opérateurs? Monsieur Capo-Canella. Merci Madame la Présidente. Il y a eu plusieurs propos sur le CEREMA. Je voulais quand même préciser les choses. Monsieur le ministre, on a un point d'accord et un point de divergence. Le point d'accord, c'est que la situation du CEREMA est très grave, qu'elle appellera des mesures. On en a pris une en PLFG, je veux être clair, on l'a maintenue en CMP, on l'a votée, c'est dans la loi. Bien, mais ça ne suffira pas. Et le point de divergence, simplement, c'est que la solution ne peut pas porter sur les ressources propres. Les arbres ne montent pas au ciel. Okay. Le CEREMA a beaucoup développé ses ressources propres. Il y a quand même une limite. Ça fait peser un risque sur l'établissement. L'établissement a connu une baisse de sa subvention qui est supérieure à 20%.
Il a abandonné énormément de ses missions en accord avec l'État, en proposant de lui-même de se délester d'un certain nombre de domaines dans lesquels, où il n'était pas le plus compétitif, ou bien dans des secteurs où le secteur privé faisait les choses très bien. Il a gardé ce qui était stratégique. Maintenant, on est devant nos responsabilités, nous parlementaires et vous gouvernements. Soit on dit au CEREMA, vous continuez vos missions parce qu'on estime qu'elles sont indispensables, que c'est l'ingénierie dans le domaine des infrastructures notamment et de l'adaptation au changement climatique qui est nécessaire pour l'État, soit on estime qu'on n'en a plus besoin. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer comment on fait à la place. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'en 2026, on ait ce débat. Il y a des changements qui vont arriver au CEREMA et le gouvernement devra adopter une nouvelle ligne stratégique. Mais à mon sens, on ne peut pas continuer à baisser cette subvention-là, faute de quoi on ne remplira plus la mission. Voilà. Et donc ça ne viendra pas malheureusement des ressources propres. Donc on a pris un cap, je propose qu'on le tienne, mais qu'on soit vigilant derrière. J'ai présenté à la Commission des finances un rapport, je suivrai l'opération avec l'ensemble des collègues qui seront intervenus là-dessus. Voilà, 3 millions cette année, c'est moins d'un mal, mais il faut vraiment qu'on suive ensemble et, comment dirais-je, en transparence, parce que ça ne pourra pas durer. Merci. Avant de passer aux voix, Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir rapidement? Très brièvement, pour répondre d'abord à Monsieur le rapporteur, que je suis pleinement d'accord avec lui sur la nécessité de repenser le modèle. Et ça passe pas nécessairement, en effet, vous avez raison, par des ressources propres additives, mais en tout état de cause, il faut le réinterroger à l'aune, me semble-t-il, du projet de loi de décentralisation que votre Assemblée sera amenée à examiner. Et en réinterrogeant le modèle, on réinterrogera, me semble-t-il, le financement. S'agissant des dépenses de communication, moi, je vous ai donné un exemple s'agissant de l'OFB, puisqu'on passe de 6 millions en 2024 à 2 millions d'euros. Après, on peut considérer que 2 millions, c'est encore trop, mais c'est malgré tout 4 millions d'euros en moins. Et deuxième exemple, les dépenses de l'ADEME, de communication de l'ADEME. L'ADEME a mis sur pause ses dépenses de communication au titre de l'année 2026. Et si vous souhaitez, on pourra vous répondre par écrit pour vous indiquer précisément le chiffre à quoi correspondent l'ensemble des réductions des dépenses de communication. Mais vous avez pleinement raison, il faut évidemment que les opérateurs s'engagent sur le même rythme que l'État de cette pause qui a été demandée par le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre Tabarot. Je ne vais pas, Madame la Présidente, merci. Je ne vais pas bouder mon plaisir de dire un petit mot à Madame la rapporteure Carrère-Gerger sur VNF. Moi, je comprends sa logique et je comprends cette logique qui est également celle de VNF. Mais comme mon collègue l'a dit, c'est un peu paradoxal de souhaiter augmenter les emplois de l'opérateur, donc ses dépenses, et en même temps baisser ses recettes. Mais vous avez essayé de trouver une solution. Moi, ce que je vous propose, c'est de retirer votre amendement. Par contre, je crois que c'est la dernière partie du PLF, dans les articles non rattachés, je parle sous le contrôle de Christine Lavarde, je crois que c'est l'article 55, on va être amené à parler des ETP concernant VNF. Et je pense qu'on doit avoir ce débat. Alors certes, la baisse représente 1% des effectifs de VNF, mais comme elle est cumulée à plusieurs années, je pense qu'il y a un sujet et qu'on aura ce débat à ce moment-là. Merci, Monsieur le ministre. Bien. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix ces différents amendements. Pardon ? Oui, de toute façon, j'allais vous poser la question au moment où il arrivait, ne vous inquiétez pas. Bien, je commence par l'amendement de la Commission des finances et de celui de Monsieur Louot qui a été rendu identique. Je vous rappelle, pour ne pas répéter, que l'ensemble des amendements a reçu un avis défavorable du gouvernement. Alors, celui-ci, qui est pour ? C'est deux, en fait. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. 12 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous débutons par le 1490. Monsieur Dantec. Alors, nous avons disparu du tableau, Monsieur le Président. Le fonds vert, 2,5 milliards, on commence effectivement le débat sur le fonds vert, 2,5 milliards en 2024, 1,15 milliard en 2025, et 2026, il ne reste plus que 650 millions d'euros. Je suis même surpris que Rabaudor, alias Michel Canéven, ne nous ait pas proposé dans la foulée de le supprimer complètement. On n'en était plus à 650 millions près, ça faisait des économies. Donc, évidemment, c'est un amendement pour renvoyer
le fonds vert à son niveau initial, puisque c'est un fonds qui a fonctionné, dont on sait tous qu'il a mobilisé les collectivités territoriales et qu'il a donné un signal puissant de la part de l'État sur l'importance de la transition écologique. Donc c'est un amendement évidemment de restauration. Et monsieur le ministre, moi ma question est assez simple, mais pourquoi vouloir faire disparaître le fonds vert alors que c'est vos gouvernements, même si ça change régulièrement, qui l'ont instauré? Il y a là une incohérence dans la continuité des politiques publiques qui nous interroge. Merci, chers collègues. Le 1477 rectifié. Madame Oui, Carrère, Madame la c'est un Présidente. amendement quasiment identique, mais rappelez que les incessants stop and go des crédits alloués au fonds vert, qui est devenu la variable d'ajustement des politiques environnementales de l'État, n'est pas forcément compatible avec une véritable politique d'investissement et d'adaptation de nos territoires au changement climatique. Merci. Merci, Madame la Présidente. Ensuite, deux identiques. Le 1322 rectifié, qui présente Madame Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cet amendement propose de limiter la chute drastique des crédits consacrés au fonds vert. Comment le gouvernement peut-il justifier un tel renoncement? Madame la Ministre, la rigueur budgétaire n'excuse pas tout et ne saurait nous faire oublier l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Un fonds vert doté de 650 millions est totalement insuffisant pour respecter nos engagements et accompagner l'ensemble des acteurs, à commencer par les collectivités territoriales. Donc le présent amendement propose donc de limiter la casse, si vous me permettez l'expression, en proposant de rehausser de 500 millions d'euros les crédits du fonds vert. Merci. Monsieur Corbizet pour le suivant, Merci, identique. Mes chers collègues, le fonds vert, c'est tout simplement une école qui retrouve de la fraîcheur en été parce qu'on a pu désimperméabiliser et végétaliser. C'est une mairie qui réduit sa facture énergétique, c'est une digue consolidée avant la crue, c'est un quartier moins vulnérable au ruissellement, c'est une commune rurale qui restaure un milieu naturel dégradé. Partout, nos collectivités l'ont utilisé et partout, il manque déjà. Alors retirer 500 millions d'euros, c'est dire à des communes, le projet que vous aviez mûri, il faudra l'abandonner. Je rappelle que le rapport annuel de performance de 2023 est pourtant clair. 1 euro de fonds vert génère 5 euros d'investissement local, 5 fois plus de rénovation. C'est 5 fois plus d'activités pour les entreprises locales du bâtiment, de l'ingénierie, des travaux publics. Le fonds vert il garantissait que la transition ne se ferait pas seulement dans les grandes métropoles, mais partout en France. Je rappelle que les travaux de Pisani-Ferry et Mafouze ont rappelé que l'État doit investir plus de 10 milliards par an pour tenir les objectifs climatiques. Or, nous faisons l'inverse. Nous coupons là où ça marche. Nous proposons simplement de rétablir les 500 millions supprimés pour que les projets prévus puissent se faire. Merci. Le 1476, Monsieur Roux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cet amendement prévoit de maintenir la trajectoire budgétaire du fonds vert en le ramenant à son niveau de 2025, soit 1,15 milliard d'euros en actes d'engagement et 1,12 milliard d'euros en CP. En effet, la chute drastique des autorisations d'engagement allouées au fonds vert depuis 2 ans est en totale contradiction avec les besoins identifiés et incompatible avec une véritable politique d'investissement et d'adaptation de nos territoires au changement climatique. Si ces baisses successives s'expliquent par notre situation budgétaire, dois-je rappeler que la Cour des comptes a établi que chaque euro investi en prévention économise 3 euros en dommages évités. La transition écologique est très coûteuse, mais constitue bien un investissement rationnel et économiquement pertinent comme socialement. Merci. Nous arrivons à 4 identiques. Le 55 rectifié, présenté par Monsieur Jeunet. 4 amendements identiques. Défendu. Le suivant, donc, par Monsieur Anglard. Oui, merci. Donc, il s'agit là aussi du fonds vert. Et j'ai dit tout à l'heure l'intérêt, et je rejoins ce qui a été dit sur l'intérêt du fonds vert. Je voudrais simplement revenir sur la méthode et rappeler que le fonds vert a été gagné en 2023 par le Sénat en soufflant une méthode à la première ministre de l'époque en disant donner l'enveloppe aux préfets des départements. Et au moment où nous parlions de réduction de l'artificialisation des sols, les préfets en ont fait un usage très intéressant. Voilà pourquoi il faut rétablir, quel que soit le montant de l'enveloppe, le fonds vert et le garder comme une ligne indépendante. Monsieur Fagnin pour le suivant identique 243. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme cela a été dit précédemment par plusieurs de nos collègues, il y a une double contradiction dans cette baisse drastique des montants alloués au fonds vert. D'un côté, vous sabordez un dispositif que vous avez vous-même créé et qui a fait ses preuves. De l'autre, vous le sursollicitez pour financer des politiques publiques qui ne trouvent pas d'autres sources de financement. J'en veux pour preuve la question de l'érosion côtière, où vous renvoyez vers l'usage du fonds vert. Et c'est évidemment un mauvais signal envoyé à quelques mois
du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, dont nous savons pour le prochain mandat municipal et communautaire que l'adaptation de nos territoires urbains, périurbains, ruraux au changement climatique sera l'une des priorités du mandat qui va s'ouvrir. Mettre à bas le fonds vert aujourd'hui avec une baisse de 75% si d'aventure nous conservons la même trajectoire en 2 années à peine, c'est tout simplement supprimer la territorialisation de la transition écologique. Je vous remercie. Merci. Le 283 rectifié, Madame Bellamy. C'est un identique. Défendu. Nous passons au 1097 rectifié bis, Madame Antoine. Il est défendu. Le 1491, Monsieur Dantec. Oui, en fait, a priori, il est identique à celui de Madame Bonnefoy, même s'il n'est pas noté identique. Et donc, on repose la question et on va vraiment demander à Monsieur le ministre d'avoir une réponse. Pourquoi le fonds vert? Pourquoi une telle baisse? On a bien compris qu'on cherchait à faire des économies, mais enfin, à ma connaissance, on n'a pas divisé par 2 tous les budgets de l'État. Ça se verrait sinon en termes de résultats. Donc, je crois que là, vraiment, il y a un choix manifeste de ne pas associer les territoires. Il y a la montée en puissance des questions d'adaptation au changement climatique. Ça a été dit par la ministre tout à l'heure dans sa DG sur le fait de dire 1 euro investi aujourd'hui sur l'adaptation, c'est beaucoup plus d'argent économisé derrière. Et en fait, à la fin, vous empêchez finalement ces investissements des collectivités territoriales. Donc là, on a vraiment besoin d'explications un peu étayées sur la raison d'une telle coupe. Merci. Une précision, votre amendement n'est pas identique à celui de Madame Bonnefoy. C'est le même montant, mais ce n'est pas le même gage. Ensuite, Monsieur Cambier. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous proposer quelque chose d'assez simple. On va prendre 300 millions là où il y a du gras dans l'État central et on va le redonner 150 millions pour la dette, 150 millions pour les services aux collectivités directement, c'est-à-dire par exemple pour réengager le fonds vert. Bref, on prend là où il y a de l'excès et on redonne dans l'efficacité tout en veillant à l'équilibre budgétaire. Très bien, merci. Je vais demander l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces amendements en discussion commune. Alors, je vais commencer par le dernier et dire à Monsieur Cambier que le gras, là, ça consiste à supprimer exactement tous les crédits hors charge de personnel du programme 217 qui s'occupe des fonctions support du ministère. Donc, ça veut dire qu'on ne paye plus de fluide, on n'a plus d'immobilier, on n'a plus de système informatique. Si, 300 millions, c'est exactement le montant de l'enveloppe hors T2 du programme 217. Non, la DHUP, c'est un autre programme, c'est pas sur le programme 217 que vous visez. Donc voilà, je suis obligée de le dire, votre amendement, si on le fait, il n'y a plus de ministère quand on se parle. Donc pour cet amendement, du coup, j'aurais un avis défavorable, puisqu'il ne peut pas marcher en tant que tel. Et pour tous les autres amendements, juste faire quelques rappels. Dire que le fonds vert, et vous savez toutes les réserves que j'ai eues à la création de ce dispositif, réserve notamment parce qu'en fait, on vote à l'aveugle une enveloppe sans savoir ensuite comment elle va être consommée au cours de l'exécution. Et ça s'est d'ailleurs traduit immédiatement parce que comme cette enveloppe, elle n'est pas préaffectée, elle est très facile à couper. Et donc, ce qui me fait dire ce soir qu'en fait, on ne diminue pas les montants du fonds vert. Parce que si effectivement, en loi de finances initiale pour 2024, on avait voté 2,5 milliards d'AE et 1,1 milliard de CP, en cours de gestion après annulation, il est resté 2 milliards d'AE et 694 millions de CP. En LFI 2025, nous avions voté 1 milliard 100 d'AE et 1 milliard 100 de CP. Il y a eu 2 événements en gestion, d'abord un décret d'annulation, puis un gel, si bien que les crédits consommés en 2025 sont autour de 970 millions en AE et 800 millions d'euros en CP. Donc finalement, le budget qui est proposé là, mais que 650 millions d'AE, mais 1,08 milliard de CP. Donc on a une augmentation de l'enveloppe par rapport à ce qui a été consommé sur l'année 2025. Donc comment vous dire, si jamais on augmente cette enveloppe en allant prendre sur d'autres programmes du ministère, moi je crains qu'il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé les 2 exercices précédents, c'est-à-dire que ces crédits, ils seront annulés et gelés. Et donc à la fin, on n'aura rien pour l'écologie. Je pense que ce n'est pas ce qu'on cherche ici collectivement. On reviendra sur le fonds vert tout à l'heure quand on parlera du fonds climat territorial. Et je partage avec vous qu'il est très regrettable d'être allé
couper les crédits qui allaient directement financer les projets portés par les collectivités. Là, finalement, vous redemandez à ce qu'on augmente des crédits qui passent par des appels à projets, des dossiers à remplir, des respects de cahier des charges, alors que continuellement sur ces bancs, on dit qu'il y a trop de normes, trop de démarches. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu de contradiction dans tout ça. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai le retrait de vos amendements. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. D'abord, je salue votre intérêt collectif pour le Fonds vert, qui est un bel outil de politique publique au service de la transition écologique de nos collectivités. Et j'aurais été heureux qu'il y ait le même élan en 2022 pour son adoption et l'adoption de la loi de finances pour 2023 pour sa mise en place. Et je salue ici à celles et ceux qui voudraient le faire renaître à des niveaux qui sont malheureusement aujourd'hui incompatibles avec le redressement de nos finances publiques. Peut-être pour vous dire que depuis 2022, ce sont en effet 23 000 dossiers pour 4,5 milliards environ d'euros d'engagement au service de la transition des collectivités. Et très clairement, l'an prochain, il y a une réduction qui n'est pas une réduction de moitié ou 75% comme j'ai pu l'entendre, mais qui est aussi liée à un événement absolument évident, c'est que le calendrier électoral en 2026 n'est pas le même qu'en 2025. Les exécutifs locaux vont être renouvelés au mois de mars. Chacun comprend, et c'est évidemment logique, que les exécutifs locaux n'engagent pas de dépenses nouvelles sur le fonds vert au titre des premiers mois de l'année 2025. Vous dire également qu'en crédit de paiement, on est à un niveau également historique, puisqu'on est à plus d'1 milliard d'euros au titre de l'année prochaine pour couvrir les engagements passés et assurer la dynamique des dossiers précédemment déposés. Vous dire également que le Fonds vert sera recentré sur ses priorités l'an prochain. Je pense notamment à l'adaptation au changement climatique. Je pense également au projet de renaturation. Et je m'inscris en faux contre l'argument consistant à dire que le Fonds vert serait amené à faire des choses qu'il ne faisait pas au préalable. On en reparlera tout à l'heure s'agissant de l'érosion côtière, monsieur le sénateur, mais l'érosion côtière, c'est de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros. Donc, ce n'est pas l'ensemble de l'enveloppe du Fonds vert qui est consommé sur ces crédits. Enfin, peut-être un mot sur la nécessité, me semble-t-il, qui peut être partagée ici par l'ensemble de votre Assemblée, c'est que le Fonds vert peut aller vers un petit peu plus de souplesse. Il est vrai qu'on a parfois un pilotage un petit peu action par action parisienne et que parfois les préfets voudraient avoir un peu plus de souplesse pour pouvoir ici rénover une école, ici procéder à une renaturation dans une collectivité. Et donc moi je suis à votre entière disposition si on peut essayer de faire modifier les choses pour faire en sorte que les préfets de département aient un petit peu plus la main et répondre un petit peu moins à des commandes parisiennes et un petit peu plus à des projets de terrain. En revanche, le gouvernement, mesdames et messieurs les sénateurs, vous le comprendrez, dans le contexte budgétaire qui est celui que l'on connaît, ne peut pas s'engager sur des montants qui sont des montants de l'ordre de 2,5 milliards d'euros ou qui reviendraient, ainsi que l'a expliqué Madame le rapporteur, à revenir totalement sur les programmes support du ministère. Par conséquent, le gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements. Merci, monsieur le ministre. Avant de laisser la parole, je fais un point sur l'état d'avancement après cette première heure. Sur les bases qui sont celles que nous connaissons depuis 21h35, nous terminons un peu plus de 4 heures du matin. Donc je laisse à votre appréciation. Voilà. Monsieur Raron, c'est une information. Oui, je vais faire très rapidement. Je voudrais dire que d'abord, les collectivités locales veulent avoir une constance dans le temps. Et ce n'est pas le cas parce que, quoi qu'on en dise, 74% de moins de crédits en 2 ou 3 ans ont été affectés. Bien évidemment, s'il y a une régulation budgétaire, c'est évident qu'il y aura moins de crédits engagés chaque année. 12 milliards normalement pour la transition écologique, je crois que nous sommes loin du compte. Et moi, ce que je voudrais dire tout simplement ici, c'est qu'il est important qu'il y ait des crédits qui soient donnés aux collectivités locales. Il y en aura moins cette année pour celle-là, mais il y en aura aussi moins pour les différentes dotations de l'État. 200 millions d'euros de moins, on le verra après-demain. Monsieur Gillet, pour explication de vote. Oui, merci. Madame la rapporteure, s'il y avait que le fonds vert sur lequel il pourrait y avoir des restrictions de crédit ou des gels de crédit, ça irait très bien, mais c'est loin d'être le cas. Donc l'argument que vous mettez sur la table, il touche différentes politiques aujourd'hui qui sont menées au niveau du gouvernement. Donc il faut bien y regarder d'un peu plus près. Là où ça pose problème, c'est que le fonds vert est un excellent principe, mais même quand il est à la main des préfets, je suis désolé, en termes d'évaluation, de compte rendu et de feedback, on n'a pas grand-chose au niveau parlementaire.
On n'a pas effectivement le détail des sommes qui ont été mises en œuvre et sur quel niveau. On n'a pas ce reporting aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas normal. Nous devrions, comme la DETR et le DESIL, avoir un compte-rendu précis et exhaustif, département par département, des politiques qui sont engagées. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Néanmoins, c'est un excellent principe qu'il faut essayer de défendre. Et il faudrait effectivement en créer les conditions. Monsieur Pacaud, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, le fonds vert, c'est très symptomatique de la méthode gouvernementale depuis 2022. Effet d'annonce, illusion, désillusion. Parce que partout sur le territoire, Jean-Claude Anglars a parlé de la genèse. Quand c'est arrivé fin 2023, les sous-préfets ont demandé à tous les élus de monter très vite des dossiers. Alors, c'était très compliqué pour les petites communes. Elles ont été très déçues parce qu'elles n'ont rien eu. Tout est allé là où on pouvait monter les dossiers. Et puis, en 2024 et en 2025, à chaque fois, ça fondait. Et aujourd'hui, il ne faut plus vraiment parler de fonds verts aux élus communaux parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne l'auront pas. Alors, franchement, la méthode ne va vraiment pas. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup en politique aujourd'hui, c'est stabilité. Le fonds vert, c'est le symbole de l'instabilité gouvernementale. Donc, changez de méthode, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Weber. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis assez d'accord, et c'est rare, avec ce que vient de dire le collègue Pacaud dans la description de la mise en œuvre du fonds vert. Je tenais d'abord à le souligner. Mais je crois que, Madame la rapporteure, vous avez dit tout à l'heure, il faut peut-être plus de simplification dans l'utilisation du fonds vert. C'est pas faux. Au début, quand on regardait la mise en œuvre du fonds vert, je prends l'exemple des lampes à LED, par exemple, on demandait des calculs qui étaient impossibles à fournir par la plupart des petites communes. Et je pense que ça a totalement démonétisé, c'est le cas de le dire, le fonds vert proprement dit. Mais par contre, ça donnait une vraie fierté à ces communes, une fierté à ces élus locaux que de s'engager et d'avoir un effet levier et de contribuer en quelque sorte à la transition écologique et énergétique. Et je crois que de ce point de vue-là, le signe qui est donné aujourd'hui est un mauvais signe parce que ça va démobiliser les élus locaux sur les territoires. Monsieur Anglars, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Moi, je veux croire que, Monsieur le Ministre, vous avez compris l'intérêt du fonds vert dans la pédagogie et dans l'objet. Et je pense qu'il faut rester sur cette idée d'une enveloppe au préfet de département, et chaque département l'a vie simple, etc. Mais il faut garder la ligne. Nous sommes vaccinés cette année avec le fonds d'intervention territoriale, où on a essayé de globaliser la DETR, la DSIL et le DPV. On sait ce que ça veut dire. Nous sommes contre. C'est simple. Donc le fonds vert est une ligne à part. Moi, je retirerai mon amendement par rapport au montant que j'avais mis, mais je pense que ce que nous disons ici, c'est qu'il faut conserver ce sujet avec une application simple dans les départements par les préfets de département. Merci, Monsieur Uzenat, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour rebondir sur les arguments de la rapporteure et de Monsieur le Ministre. Quand vous dites, Madame la rapporteure, qu'on a constaté des crédits de paiement qui, en effet, suivaient en réalité la demande, sauf qu'en fait, les élus locaux ont anticipé ce mouvement. Quand on ne cesse de leur envoyer des signaux d'alerte en leur disant que les crédits ne sont pas au rendez-vous, enfin j'imagine dans votre département, comme dans le mien, comme dans celui des collègues, tous les élus ont dit on reporte les projets, on va les décaler parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas d'argent. Donc après qu'on ne s'étonne pas du non-dépôt de dossier et donc de la sous-consommation de crédit. Et Monsieur le Ministre, quand vous dites on est dans le cycle électoral, c'était le même argument l'année dernière. L'année dernière, c'était 2025, on est en fin de mandat. Là, on est en début de mandat, sauf que c'était pas un mandat classique, le mandat qui s'achève, et que sur le nouveau, il y a des projets au long cours, notamment sur la transition, sur les réseaux, que les intercommunalités, les communes portent et pour lesquels elles ont besoin de fonds verts, de stabilité, de prévisibilité. Donc évidemment, nous soutenons avec force tous les amendements qui visent à garantir ces montants. Merci. Je vous informe donc le 175 rectifié qui était un identique a été retiré par Monsieur Anglars. Et donc nous commençons les votes sur le 1490 qui a reçu 2 avis défavorables. Amendement de Monsieur Dantec. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à 4 amendements en discussion commune. Le 1592, Monsieur Pasquin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le vélo est l'une des mobilités les plus accessibles, les plus économiques et les plus écologiques. Que ce soit d'ailleurs en milieu urbain comme en milieu rural, les collectivités sont prêtes à investir et les professionnels du secteur nous le rappellent sans cesse. Sans financement pérenne, il n'y a pas d'infrastructure sécurisée et sans infrastructure, pas d'usage. En 2023, un plan vélo de 1,25 milliard d'euros avait été annoncé, mais en 2024, malheureusement, aucun des appels à projets prévus n'a été lancé.
Pourtant, le vélo répond à des besoins très concrets. Je vous ferai grâce de ces nombreux avantages. C'est pourquoi nous proposons de créer une ligne budgétaire dotée de 250 millions d'euros pour soutenir les collectivités locales et faciliter l'accès au vélo. Je vous remercie. Merci. Monsieur Aron, pour le 1505. Oui, écoutez, c'est assez simple. C'est un petit peu comme ce qui concerne tout à l'heure le fonds vert. Il y a des annonces régulières, il y a des plans qui sont mis en place par des collectivités locales pour faire des pistes en vélo sécurisées, et on se rend compte qu'après avoir fait les dossiers, on retire les crédits. Eh bien, tout simplement, nous demandons le rétablissement des crédits. Nous ne voulons plus de cette politique qui annonce des choses et que le lendemain, il n'y a plus rien pour les mettre en place. Le suivant, 1568, Monsieur Fernic. Oui, rapidement, ça a bien été dit par mes prédécesseurs. Le plan vélo et marche 2023-2027, c'est un des programmes sacrifiés et sacrifié avec lui l'engagement à mobiliser chaque année 250 millions d'euros avec comme objectif, en gros, de doubler d'ici 2030 pour atteindre 100 000 km les aménagements cyclables, en sachant que c'est essentiellement dans le rural et dans le périurbain que l'effet levier de ce plan vélo était indispensable. Alors, on a cru en 2025 que les choses étaient comprises. Je cite le Premier ministre d'alors, et c'était dans cet hémicycle, le plan vélo sera poursuivi avec tous les moyens qui lui sont nécessaires. C'est ce que disait François Bayrou. On a réussi à sauver 50 millions à l'époque. Là, on demande. S'il vous plaît, je vais demander à Monsieur Gillet de présenter son amendement 1419 au nom de la Commission. Aménagement du territoire, développement durable. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits alloués à hauteur de 50 millions au bénéfice du plan vélo. Mes chers collègues, la particularité, cet amendement présenté au nom de la Commission, c'est de faire en sorte que cette enveloppe permette de financer des projets des autorités organisatrices de la mobilité, mais dans le cadre de projets d'aménagement cyclables qui s'inscriraient dans le cadre des schémas de mobilité des PLU et des PLUI. Vous savez que le dernier kilomètre est le maillon essentiel, vraiment essentiel. Donc pour aider les collectivités locales et plus particulièrement les communautés de communes à mettre en place ces schémas de mobilité qui aujourd'hui sont inscrits dans le cadre des PLUI, ces 50 millions d'euros seraient donc fléchés pour améliorer les circulations douces, le rabattement vraiment de proximité et constituerait un appui vraiment essentiel pour les communautés de communes. C'est là toute la particularité qui nous semble intéressante au titre de la Commission. Merci. Quel est l'avis de la Commission des finances, monsieur le rapporteur? Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons des amendements identiques avec des chiffres différents, 250 millions, 100 millions, 50 millions. Là encore, je comprends tout à fait la volonté des auteurs de ces amendements de développer les circulations douces. Je comprends encore plus peut-être le fait que c'est toujours irritant, pour ne pas dire plus, de constater que des engagements pris par l'État ne sont pas tenus. Mais néanmoins, je donnerai un avis défavorable parce que c'est très simple. Aujourd'hui, on est dans un contexte budgétaire très contraint et tout le monde reconnaît que la priorité, c'est de régénérer nos infrastructures. Ça a été dit aussi bien par le Conseil d'orientation des infrastructures que par la conférence Avenir France Mobilité. Donc je crois qu'il faut être cohérent, continuer à mettre le paquet sur la régénération et mettre un peu de côté tout ce qui est nouvelle infrastructure. J'ajoute, et c'est un point important évidemment, que ce sont des projets qui sont portés par les collectivités locales et qu'à ce titre, elles peuvent bénéficier des dispositifs de droit commun qui existent. Une collectivité locale, elle peut tout à fait demander de la DETR ou de la DSIL, voire du fonds vert, je ne veux pas ouvrir le débat sur le fonds vert, sur ces projets. Donc voilà, pour ces raisons, malgré l'intérêt intellectuel que suscitent en moi ces amendements, c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Monsieur le Président. L'avis est en effet identique à celui de Monsieur le rapporteur, en saluant l'intérêt que votre Assemblée porte au déploiement du vélo, en rappelant également que le Fonds Mobilité Active avait permis de soutenir plus de 2200 projets d'aménagement cyclables portés par les collectivités gestionnaires de voirie. Un fonds qui a permis d'amorcer, mais moi je rejoins avec des mots différents ce qu'a dit Monsieur le rapporteur. C'est une politique qui doit continuer à être menée par les collectivités locales au bénéfice de l'ensemble des dotations à leur disposition, dont celle qu'a évoquée Monsieur le rapporteur. Et puis peut-être également en indiquant que le législateur a également augmenté les moyens des collectivités en leur permettant de lever des ressources nouvelles au niveau régional, dont 10% est redistribué au niveau des communautés de communes. Donc par conséquent, le gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Merci. Monsieur Gillet. Monsieur le ministre, on peut très bien financer des SERM, mais si l'intermodalité n'est pas de bonne qualité, on met plus de temps à prendre le train et en fait les millions et millions que l'on a investis sont mal investis. Donc l'intermodalité c'est essentiel et le dernier kilomètre est absolument essentiel. Et donner un coup de pouce aux collectivités, aux communautés de communes dans le cadre de ces schémas de mobilité, c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour qualifier justement l'intermodalité, notamment dans le cadre des projets SERM. Merci. Je vais mettre aux voix ces amendements. Donc pour le premier, le 1592, avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le suivant, même vote. Le 1505, même vote. Il n'est pas adopté. Le suivant, 1568, rectifié, même vote. 2 avis défavorables. Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix le 1419 de la Commission, qui est avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Alors on va faire un assis debout. Voilà, qui est pour? Qui est contre? Alors, je suis... donc l'amendement est adopté. Oui, en fait, il s'agit simplement de restaurer l'augmentation qui était prévue. Moi, une question simple pour Monsieur le ministre. Alors que la Cour des comptes, en avril 2025, a considéré que les annulations successives de crédits depuis 3 ans rendaient extrêmement improbable la réalisation de la SNB. Comment, Monsieur le ministre, avec de telles réductions de crédits, estime que la France va pouvoir tenir ses engagements à la fois nationaux sur la SNB et internationaux, notamment ceux pris à Montréal? Merci. Je me tourne vers la Commission pour recueillir son avis sur ces amendements. Si vous m'avez écouté dans la discussion générale, comme vous, je pense qu'il y a un problème entre les objectifs qui sont affichés dans la SNB et les financements qui sont mis en œuvre. Donc on m'a expliqué dans mes auditions que ce n'était pas très grave puisqu'on avait prévu dans la trajectoire de financement d'arriver au niveau optimum à l'année 2026, mais comme ça s'appelle la SNB 2030, on pouvait faire glisser tout ça et arriver au montant maximum de financement en 2030. Je pense que ce n'est pas qu'une question de date, il faut aussi revoir ce qu'on met dans sa SNB, quels sont les objectifs qu'on poursuit, peut-être restreindre le nombre d'objectifs qu'on va chercher à accomplir en cohérence avec nos capacités budgétaires. Voilà pour la suite de l'examen du budget au Sénat et ce vote sur les crédits de l'écologie en baisse l'année prochaine. Donc, et pour retrouver tous les détails des votes des sénateurs sur ce sujet, mais aussi sur les autres sujets abordés dans le budget, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. 100% Sénat, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur Public Sénat.